Bonjour, nous avions commencé le cours sur la thermorégulation. Nous en étions à un constat, la température corporelle à 37 degrés. Donc je vais défiler le cours en continu. Vous pourrez mettre pause pour prendre en note dans votre cours. Alors 37 degrés, c'est pas toutes les parties de notre corps qui sont à 37 degrés, hein, il y a des variations quand même, avec des extrémités comme par exemple le bout du nez ou le crâne qui sont plus froides que l'intérieur du corps. Ici, on voit bien le cou et les yeux plus chauds. Donc la température est à 37 degrés, même si la température centrale est supérieure, hein, au maximum de 1 degré de plus que la température périphérique du corps. Donc par exemple, ça va être entre 36,5 et 37,5. Vous aviez l'activité 1 à faire. Pour déterminer la puissance énergétique d'un homme moyen qui faisait 40 minutes de marche à pied et 1 heure de natation le midi et enfin faisait un métier assez actif. Alors une personne, hein, ça peut être un homme, une femme. Et pour calculer cette puissance, vous aviez une formule qui est la puissance égale l'énergie divisée par un temps. Vous deviez la calculer dans la journée. Donc le temps total, ici, ça sera divisé par 24 heures. Dans ce cas-là, on peut calculer l'énergie que dépense la personne sur cette journée de 24 heures. Et j'utilise la formule dans l'autre sens. Dans ce cas-là, l'énergie, c'est la puissance multipliée par le temps. Ici, vous avez des valeurs de puissance selon les activités faites, et du coup, le temps est donné dans l'énoncé. On va donc commencer par calculer l'énergie totale que la personne dépense dans la journée, et on va garder le temps en heures, puisqu'à la fin, on divisera par 24 heures. Ça sera plus simple que tout convertir en secondes. Alors, la personne démarre par 40 minutes de marche à pied. Marche à pied, ça fait une puissance dégagée de 232 watts. Si elle en fait 40 minutes, elle en fait pendant 2/3 d'heure. Donc ça fait 232 watts multiplié par 0,66. Ensuite, elle fait 1 heure de natation sur le temps du midi. 1 heure de natation, on est ici, donc c'est 270 watts, multiplié par 1 heure. Donc on va additionner toutes ces énergies. Et enfin, elle reste pendant son métier 7 heures active, debout. Ici, debout avec une activité soutenue, c'est 317. Et ça, elle le fait pendant 7 heures, cette personne. Donc là, on a l'énergie dépensée par ces activités de la journée. Sauf que sa journée, elle ne dure pas que 8 heures, 2/3. Sa journée, elle fait 24 heures. Donc parfois, ce que vous oubliez dans le calcul, c'est de compléter cette journée à 24 heures. Donc 24 heures moins 8 heures 2/3, ça fait 15h34. Et pendant les 15h34 restantes, elle ne fait pas ses activités, ici, un peu sportives, qui dépensent de l'énergie. Elle est relativement au repos. Soit quand elle dort, soit quand elle prépare à manger, soit quand elle réfléchit, qu'elle regarde la télé. Et du coup, on se retrouve à additionner 100 watts fois 15h34. De telle sorte qu'ici, mon total d'heures, ça fasse bien 24 heures. Ici, j'additionne toutes ces énergies dépensées lors des différentes activités sur 24 heures. Voilà. Et j'ai donc l'énergie totale dépensée sur la journée. Ça fait 4475 heures. C'est bien une énergie totale. 4475 joules, hein, l'énergie c'est en joules, dépensée dans la journée. Maintenant que j'ai l'énergie, je vais la réinjecter dans l'équation que la puissance c'est l'énergie divisée par un temps. Dans ce cas-là, j'ai bien la puissance, c'est de l'énergie divisée par un temps. Voilà l'énergie totale divisée par les 24 heures. Et j'obtiens un résultat qui est de 186,5 watts. La puissance, c'est en watts. Donc, la personne là a dépensé 186 watts dans sa journée. Pour vous, ça correspond à quoi? Pour avoir un ordre de grandeur, vous aviez la deuxième question de l'exercice qui vous donnait ici des valeurs de puissance moyenne de certains appareils électroménagers et on vous demandait la personne
dans sa journée, elle pourrait transformer la puissance qu'elle dégage pour faire marcher quels appareils ménagers? Bien, on regarde. Elle pourrait faire marcher une télévision, 150 watts. Mais elle pourrait allumer en plus 3 ampoules. 3 fois 10, 30. 150 plus 30, ça fait 180. On est bien en dessous des 186 watts que cette personne dégageait. Par contre, elle ne pourra pas faire fonctionner un appareil électroménager tel qu'un lave-linge, beaucoup trop puissant, hein, et un fer à repasser qui demande quand même 800 watts de puissance. Donc ça, c'est juste pour que vous ayez en tête une idée de la puissance dégagée dans une journée, et on pourrait faire fonctionner une télévision. Donc ce qui est à retenir dans le cours, c'est que la puissance thermique libérée par un homme moyen, à peu près 70 kg au repos, elle est d'environ 100 watts. Voilà. 100 watts, c'est une valeur assez facile à retenir. Donc, suite au grand A, hein, la température est constante à 37 degrés. Mais pourquoi est-ce une nécessité? Ça, vous l'avez vu dans le petit film lorsque vous avez fait le test dans le Moodle. 37 degrés, c'est idéal pour bien faire fonctionner nos cellules. En dessous, les cellules vont ralentir leur réaction chimique, donc leur activité, leur métabolisme. Par contre, au-dessus, les cellules vont carrément être détruites, d'accord? Les enzymes sont complètement détruites quand elles sont à 44-45 degrés. Donc les réactions biochimiques à l'intérieur de nos cellules, hein, qui elles constituent nos tissus, qui eux constituent nos organes, qui eux constituent nos appareils, hein, reproducteurs, digestifs, excréteurs, etc. Ces réactions biochimiques sont optimales à 37 degrés. C'est pour ça qu'il faut maintenir notre température à 37 degrés. Comment on fait concrètement pour la maintenir? On fait en sorte qu'on ait un bilan thermique nul. C'est quoi un bilan? C'est les entrées compensent les sorties. Donc vos entrées de chaleur, ici les gains de chaleur par le corps, sont compensés par les pertes d'énergie thermique par le corps. Et si vous gagnez ou produisez autant de chaleur que vous en perdez, dans ce cas-là, vous êtes à l'équilibre et vous êtes bien à 37 degrés. C'est que votre bilan thermique est nul. Les gains égalent les pertes. Quels sont les facteurs qui vont, cette fois-ci, déstabiliser votre température? Quels facteurs extérieurs vont réchauffer votre corps ou au contraire le refroidir? On passe au grand 2, les modes de transfert thermique entre le corps et l'environnement. Vous avez une activité à faire. Donc, je vous conseille de remplir au crayon papier votre tableau pour faire l'activité et ensuite reprendre la correction qui va suivre. Il existe 4 modes de transfert d'énergie entre l'extérieur et notre corps qui vont opérer dans les deux sens, c'est-à-dire qui va à la fois nous réchauffer, à la fois nous refroidir. Il y a la conduction, ici on vous met une image et on vous dit ce que c'est. La convection, même chose, le document vous devez l'exploiter. Le rayonnement, là. Et ensuite les changements d'état. Moi j'ai mis comme changement d'état, celui qui est efficace pour nous refroidir, c'est l'évaporation. Donc vous devez peut-être partir des cas concrets qui sont dans les images pour ensuite généraliser et expliquer comment on se refroidit ou on se réchauffe par conduction, ou convection, ou rayonnement, ou évaporation pour remplir votre tableau. Donc on passe à la correction. Normalement vous avez mis pause et puis vous pouvez ensuite reprendre. Alors, la conduction, des exemples concrets, c'est tenir une tasse de thé, ou faire des boules de neige, marcher pieds nus sur un carrelage froid. Et dans les deux cas, on se réchauffe ou on se refroidit par contact. Donc il y a la notion de contact. Avec quoi? Avec un objet. Donc le corps se refroidit si on touche un objet froid. Au contraire, il se réchauffe si on touche un objet chaud. Ensuite, un autre mode de transfert de chaleur assez efficace aussi, ça va être la convection. L'exemple qui est donné dans le document, c'était un sèche-cheveux. Le sèche-cheveux,
Vous n'êtes pas obligé de le poser sur vos cheveux pour qu'ils sèchent. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez un mouvement de matière. Quelle matière circule lorsque vous allumez votre sèche-cheveux? C'est de l'air. Donc les moyens de se réchauffer, c'est de recevoir de l'air chaud. Donc soit nous on se déplace en vélo par exemple dans un air chaud, dans ce cas-là on a chaud, on se réchauffe, ou alors on est dans un vent chaud. D'accord? Par exemple le sèche-cheveux. À l'inverse, on peut aussi se refroidir à cause de l'air froid qui se déplace. Soit c'est nous qui se déplaçons, soit c'est le vent que l'on reçoit qui est froid. Et dans les deux cas, il y a eu un déplacement d'air. L'exemple de refroidissement par convection, c'est la climatisation. Ensuite, nous avons le rayonnement. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être dans un endroit froid qui rayonne, ou au contraire, à un endroit chaud, ou alors on est près d'une source de chaleur. Cette chaleur rayonne et nous réchauffe. Par exemple, un feu de camp, on n'est pas obligé de mettre les mains dans le feu de camp pour avoir chaud, il rayonne sa chaleur, ou le soleil, ou au contraire, quand on est en chambre froide, sans qu'il y ait de courant d'air dedans, on ressent le froid. Enfin, il y a l'évaporation. L'évaporation, c'est quoi? C'est le changement de l'eau liquide en l'eau vapeur, gazeuse. Et donc, dans quelle situation sur votre peau en surface vous avez de l'eau qui s'évapore? Eh ben, c'est en situation de transpiration. Dans quel cas vous transpirez? Vous transpirez quand vous faites du sport, mais aussi sans faire de sport quand vous mettez dans des endroits où vous avez une température élevée, comme le sauna, et vous augmentez même votre transpiration lorsque vous êtes dans un hammam, parce que l'air est humide. Et du coup, la transpiration sert à refroidir votre corps. Dans quel cas vous transpirez sans même faire du sport, c'est quand dehors il fait chaud, quand la température extérieure est élevée, mais vous n'êtes pas obligé d'être au-dessus de 37 degrés pour transpirer. Vous pouvez transpirer si l'air est en plus humide. Vous ne refroidirez pas, vous ne réchaufferez pas votre corps en transpirant. D'accord? La transpiration, ça sert à vous refroidir. Donc à retenir, les 4 modes de transfert de chaleur sont la conduction, la convection, le rayonnement et l'évaporation. Tous fonctionnent dans les deux sens, ils vous refroidissent ou ils vous réchauffent, sauf l'évaporation ou la transpiration, qui elle sert à vous refroidir. Donc voilà pour aujourd'hui, vous pouvez reprendre votre cours et compléter ce schéma.